partir un peu plus loin que la France avec Isabelle Zablitz-Schmidt. Merci d'être là, Isabelle. Vous êtes en charge des sujets internationaux au ministère des Solidarités et de la Santé. Vous allez nous expliquer les temps forts au niveau international. Nous avons également Chara Louafi. Vous êtes la directrice du fonds Passion Autonome à BPI France. Donc une belle expertise autour de l'e-santé où la scalabilité des entreprises internationales fait partie forcément de vos priorités. Et puis nous avons également Franck Loué. Franck Loué, vous êtes donc le cofondateur et le CEO de l'iPhone. On a parlé beaucoup de vous ce matin sans parler de votre nom, puisqu'on a parlé d'interopérabilité, on a parlé également forcément du développement à l'international, on l'a vu avec BPI France. Donc le sujet de notre table ronde, c'est l'internationalisation. Est-ce que c'est la future étape des acteurs français de la health tech? Vassigna. On va commencer par poser la question à vous, Isabelle Zablitz-Schmidt. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de projet Europe et International à la DNS. Vous avez annoncé à PM News Ethic Pharma il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, 22 événements e-santé organisés dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Plusieurs questions nous viennent à l'esprit, je suis désolée, je vais vous en poser plein d'affilée. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour coordonner les feuilles de route nationales et internationales, notamment européennes actuellement ? Est-ce que la France peut être le moteur européen de la e-santé? Et puis, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques prochains rendez-vous internationaux d'e-santé qui sont prévus et que vous organisez? Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis évidemment ravie de parler d'Europe et international et surtout en matière de e-santé. Tout d'abord, je voudrais dire que le niveau européen, on a deux niveaux. On a le niveau européen et il y a le niveau international. Donc je crois qu'il faut peut-être apporter une distinction entre les deux niveaux. Notre niveau naturel, je dirais, c'est le niveau européen, quand on sort des frontières de l'Hexagone. Et puis ensuite, on se tourne vers l'international. Bien que l'international vienne aussi à nous dans l'intervalle. Mais en tout cas, on a ce niveau européen qui est déjà fondamental. Et effectivement, nous sommes en plus dans une période de grande visibilité de ce niveau, puisque nous avons démarré la mission qui nous incombe, qui est une mission tournante au sein de l'Union européenne, celle de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Alors, on a vraiment le souci donc, de cette connexion entre ces strates que je vous expliquais, et on est très heureux, en fait, que l'écosystème ait aussi vu tout l'intérêt que cela avait. Et donc, effectivement, nous avons reçu énormément de candidatures pour le label Présidence française de l'Union européenne, c'est-à-dire l'inscription dans ce programme officiel qui va rythmer ces 6 prochains mois et qui a donc déjà démarré, puisque certains événements ont déjà démarré. Donc, l'écosystème a répondu présent. Et donc, je vous dirais, ça veut dire aussi naturellement qu'il y a des questions qui se posent, des interrogations, et je crois une certaine ouverture aujourd'hui à l'Europe. Je pense au niveau, je me tourne vers Franck, mais au niveau industriel, c'est quelque part naturel, puisque ce niveau européen, il est appelé, je crois, des vœux de la plupart des industriels, puisqu'il y a une scalabilité, dit-on en bon français, de nos solutions au niveau européen. Donc notre souci, pour répondre à votre question sur la synchronisation, c'est une question évidemment très complexe. On sait très bien au niveau national qu'on n'est pas encore tout à fait au point sur tous les sujets de l'interopérabilité. Et quelque part, soyons positifs, je pense que le fait d'avoir cette coordination européenne, ça peut nous aider aussi, peut-être parfois, à trouver des solutions sur le plan national, ou du moins nous indiquer des directions. Donc en fait, c'est un sain niveau finalement de réflexion que cette audience européenne. En plus, c'est une source très riche, et j'espère d'ailleurs qu'au cours des événements de cette année, que nous en tirerons les bénéfices, parce que se confronter à finalement des mêmes problèmes qui sont partagés par les autres pays et prendre la mesure de leurs réflexions et de leurs solutions parfois, ça nous aide. Bien sûr, dans cet exercice, la France est attendue. Alors ça, c'est quelque chose de très clair. La dynamique européenne, elle est aussi basée quand même sur les grands moteurs qui sont les grands pays, et la France en première ligne. Donc je dois dire que la feuille de route française et l'accélération majeure que nous avons apportée depuis 3 ans, eh bien, elle est suivie de très près. Et elle commence à faire vraiment force d'exemple au niveau européen. On a vraiment une grande audience. Et voilà, donc cette présidence française nous met un petit peu de pression pour aussi montrer le chemin pour la suite.
Donc vous me demandiez également quels étaient les temps forts à venir. Alors très concrètement, nous avons 2 temps forts institutionnels dans le cadre justement de ce programme. La semaine prochaine, nous aurons une réunion des ministres de la Santé et une grande conférence ministérielle avec une grande participation de l'écosystème européen, donc le 2 février, sur la thématique citoyenneté, éthique et données de santé. Et un deuxième temps fort qui, lui, sera privé, mais qui est néanmoins très important, qui est la réunion de toutes les DNS européennes, si je puis dire, c'est-à-dire le réseau e-Health Network à Paris, les 1er et 2 juin, sur lesquels, justement, un grand nombre de sujets relatifs à la gouvernance de la e-santé européenne seront abordés. Très bien. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Alors Franck, quand je dis qu'on parlait beaucoup de vous, pas que ce matin, puisqu'il y a quelques semaines ou quelques mois, vous avez annoncé une très belle levée de fonds dans le domaine de la e-santé, à savoir 50 millions d'euros, dont un des sujets, c'est pour cela que vous êtes ce matin parmi nous, où vous avez évoqué, je trouve, enfin moi en tant qu'entrepreneur, je l'ai perçu comme ça, avec beaucoup d'humilité, en disant on souhaite se développer à l'international, mais c'est pas simple. Il faut le faire avec beaucoup de recul. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre recul de est-ce qu'on part tout de suite à l'international et c'est le seul, je dirais, vecteur pour se développer pour une health tech française, ou au contraire, il faut l'aborder de manière peut-être comme vous l'avez fait il y a quelques semaines? Merci pour l'invitation. Donc l'eFund, on est start-up française, on est basé à Paris, ça fait 6 ans qu'on existe, on a à peu près 150 personnes aujourd'hui. Et effectivement, on a commencé à développer des outils pour faciliter l'échange des données entre les praticiens, les hôpitaux, etc. Et on continue cette démarche sur une démarche d'interopérabilité, donc pour vraiment faciliter le déploiement de la e-santé de manière générale, en fait, toutes ces couches qui sont absolument essentielles. Et effectivement, quand on est une entreprise et quand on voit le niveau d'investissement qu'il y a en e-santé, d'ailleurs en France, il y a eu plus de 900 millions investis en e-santé en France en 2021, donc ce qui est absolument considérable. Mais donc ce niveau d'ambition, il doit être à la mesure d'un marché important, quoi. Et donc le marché français, clairement, n'est pas suffisant pour supporter une industrie florissante de e-santé. Et donc il faut naturellement que les entreprises se portent vers l'international. Et donc naturellement, on va regarder les pays voisins, l'Europe et sans doute la prochaine destination. Et effectivement, quand on fait cet exercice-là, on se rend compte que déjà, il n'y a pas beaucoup d'exemples d'entreprises de e-santé qui sont pan-européennes. Et pourquoi ça? C'est sans doute parce qu'en fait, il y a autant de cas particuliers que de pays. Et là, il y a un énorme effort, et donc je regarde en direction, il y a un énorme effort d'homogénéisation de tout ce qui est prérequis, mais des choses évidentes sur comment je stocke de la donnée médicale, comment j'échange de la donnée médicale, tout ça, en fait, c'est des choses qui ne sont pas du tout harmonisées et qui sont autant de freins, en fait, au développement de la e-santé au niveau européen. Donc ça, c'est effectivement un énorme effort pour tout le monde, y compris pour des entreprises comme nous qui cherchons effectivement à sortir du territoire national. Alors Franck, n'y voyez aucune malice, vous non plus d'ailleurs Isabelle, mais est-ce que c'est plus ou moins difficile d'entreprendre à l'étranger? Est-ce que c'est plus difficile d'entreprendre en Europe qu'en France? Est-ce que c'est plus facile? Où se situe le curseur des difficultés et des freins réglementaires? Alors moi, je pense que la France est plutôt un bon exemple en fait dans la e-santé. Quand on compare, si on regarde par exemple l'Allemagne est très en retard sur la e-santé pour des raisons diverses et variées, mais notamment ils sont très frileux sur tout ce qui est usage des données de santé à grande échelle, sur le cloud, utilisation en santé, etc. Et donc, on n'a pas à rougir, entre guillemets, de ce qu'on fait en France, et notamment la trajectoire qui est la nôtre en tant que pays depuis quelques années, je pense, est très positive. Maintenant, voilà, ça reste un petit pays, et il y a encore beaucoup de choses à faire en France. Mais donc, non, je dirais que la France n'est pas un mauvais pays pour démarrer un projet en e-santé, au contraire. Après, voilà, il faut dépasser les frontières si on veut vraiment qu'on ait une vraie industrie de la e-santé qui ne soit pas juste microscopique au niveau de la France. Chara, je disais, donc, vous dirigez donc, le fonds patient autonome, donc des dossiers de e-santé, c'est votre quotidien d'en voir plusieurs par semaine. Est-ce que ce sujet de l'international fait partie, je dirais, intrinsèquement de tous les business plans que vous pouvez voir, ou au contraire, ça reste encore une étape difficile pour les startups françaises? Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, si on se positionne en fait juste à un niveau, au niveau de l'investisseur, on est là en fait
pour identifier en fait des innovations de rupture et créatrices de valeur sur le long terme. Créatrices de valeur sur le long terme, ça signifie en fait gagner des marchés très conséquents, et l'international, in fine, on n'y échappe pas pour la pérennité de l'entreprise. Donc, alors, ce qui est intéressant dans la santé numérique, c'est que c'est une classe, un segment de marché qui est monétisable très facilement, en fait, très facilement, on va dire, à court terme par rapport en fait au reste du marché de la santé. Une fois qu'on a dit ça, alors modulo en fait toutes les problématiques qu'on entend, il faut quand même que l'entreprise puisse faire ses preuves sur le marché domestique. Ça c'est clé avant de pouvoir attaquer le marché international. Et ce qu'on voit en fait en France, c'est 2 cycles. On est un premier cycle en fait qui a démarré en 2017, qui se clôture, et grâce au travail de la DNS et de beaucoup de structures qui ont permis aussi de sélectionner des entreprises, des jurys, des concours, des choses comme ça. On est monté en qualité. Et le marché de l'innovation en fait en santé numérique, c'est maintenant structuré. On passe à une deuxième étape qui est assez récente de scalabilité. Donc on l'entame, et ce qu'il faut absolument, c'est que les entreprises, dès lors qu'elles ont entamé leur scalabilité sur le marché domestique, puisque c'est le premier marché en fait, il faut faire ses preuves, elles intègrent évidemment l'exploration du marché international assez tôt dans leur business plan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire international? Parce que bon, on est en fait en santé numérique, on est sur de la donnée réglementée, etc. C'est vrai que le marché européen, pour des innovations de parcours de soins typiquement, c'est un marché qui s'envisage. On peut construire, enfin théoriquement, il est possible de construire en fait une licorne sur le marché européen. Évidemment, modulo ce que dit Franck, mais comme on est sur cette étape de deuxième cycle, on va y venir à cette homogénéisation. Elle est obligatoire. En fait, cette accélération de deuxième étape, elle est due aussi à la pandémie. Les coûts de santé sont tels que c'est un sujet en fait qui va arriver naturellement. En fait, tout ce qui est, on va dire, conduite du changement, faire en sorte en fait que les parties prenantes du terrain montent en expérience, en expertise, et que la décision en fait devienne un petit peu consensuelle pour que cette innovation en fait s'exprime sur le marché non domestiques, on va dire. Très bien. Peut-être une dernière question, Franck. Elles arrivent de Business France, donc à présenter la dynamique par rapport à l'international. Alors cette question, elle est pour vous trois. C'est vrai que les États-Unis sont souvent un terrain qui est montré comme une accélération de la diffusion de l'e-santé, des montants de levée de fonds très impressionnants. Est-ce que les États-Unis, c'est un terrain qui est difficile à développer, ou au contraire, ça peut aller plus loin que là, peut-être beaucoup de startups qui se concentrent aujourd'hui sur l'Europe? Est-ce que les États-Unis sont une destination à valoriser pour les startups? En fait, je dirais que, de manière générale, je pense que la réponse elle est compliquée. Elle dépend un peu du type de société. Si on est plutôt sur un device médical marqué FDA, ou si on est, comme nous, plutôt sur des briques d'infrastructure. Le marché américain, il n'est pas évident à adresser, parce qu'en fait, il est extrêmement complexe. En fait, il y a autant de marchés que de régions ou d'États États-Unis, et c'est une grosse marge. Donc en fait, nous, le pari qu'on fait, c'est de dire, OK, on réplique le modèle déjà en Europe, ce qui est plus facile, et ensuite on verra si jamais on peut franchir l'étape d'aller aux États-Unis. Très bien. En fait, c'est vrai que le marché américain est, on va dire, un peu plus permissif que le marché européen, au niveau de la réglementation sur la donnée notamment, donc beaucoup plus compétitif. Et donc en fait, la grosse différence sera en fait finalement le financement en capital. Oui. Les moyens qui vont permettre, c'est le nerf de la guerre, et de tenir sur la durée le temps de transformer l'essai. Bien sûr.
Très bien. Bah, écoutez, Vassinia, je crois que nous sommes arrivés à la fin des dernières questions. Au terme de notre conférence. Merci à tous les trois. Je crois que Isabelle, une nouvelle fois, un article de TIC Santé ou TIC Pharma doit rappeler les 22 événements, mais je crois qu'on peut vous suivre également sur les réseaux sociaux où vous êtes très présente pour pouvoir donc, diffuser ces initiatives au niveau européen. Également, voilà, si vous avez un projet de financement pour une start-up, Charles Ouafi est la bonne personne à contacter. Et puis Franck, merci et bonne continuation pour le développement de l'iPhone. Merci à vous trois.